Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence de mon père et du directeur aux affaires financières, le DAF. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui est une journée difficile car ça sent un peu le directeur aux affaires mouillé. Et il est très mouillé. Très mouillé, parce qu'il a plu ce matin et ça sent le chien, quoi. Ça sent le chien mouillé. Voilà, bon, on va devoir faire avec. Encore une fois, malgré tout... Vous le sentirez pas, mais nous, on le sent. Oui, braver les éléments. Oui, pour venir faire cette émission, c'est bien. Et aujourd'hui, remarque, ça colle assez bien sur le sujet du jour, qui est pourquoi l'euro, temps après temps, nous met dedans. Oui, pourquoi ça a été une mauvaise idée dès le départ, ça reste une mauvaise idée au milieu. Et ça risque d'être une très mauvaise idée à la fin. Une très mauvaise idée à la fin. Vous savez, les mauvaises idées, ça devient rarement des bonnes idées, quoi. C'est ce que disait Brassens, je crois, il disait les jeunes cons et les vieux cons. Les jeunes cons, ça a tendance à devenir des vieux cons, non? C'est quand on est con, on est con. C'est ça, pour la vie. Le temps ne fait rien à l'affaire. Voilà, c'est ça, c'est un peu la même idée. Et donc l'euro, le temps n'a rien fait à l'affaire et on se retrouve toujours avec la même aberration économique qui accentue les déséquilibres entre des économies nationales hétérogènes par nature. Ensuite, on se trouve avec une monnaie qui est sans nation. Or ça s'est jamais vu dans l'histoire. Non, en tout cas, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. On essaie de nous pousser de plus en plus vers un sceau fédéral européen qui nous amènerait, qu'ils essaient d'amener avec la mutualisation des dettes. Alors que c'était formellement interdit par les traités, mais pendant le Covid, ils ont réussi à faire passer ça vite fait. Voilà. Donc, la chose sur laquelle on voudrait vous alerter est la suivante. Alors, la première, c'est que certains d'entre vous disent « Oui, mais je ne comprends pas, on y revient. Pourquoi Charles Gave, qui dit du mal de l'euro depuis 2002, continue à en dire et il ne s'est rien passé ?» Il ne s'est rien passé, on vous le redit, parce qu'ils ont changé les règles en cours de route. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc, si vous voulez, c'est comme si on vous donnait un énoncé de mathématiques en vous disant le train part de Limoges et va arriver à Cahors, puis on vous dit ah bah non, finalement il part de Brest, ah bah non, finalement il part de Melun. Donc vous pouvez pas faire un problème si à chaque fois on vous change la gare de départ et la gare d'arrivée. Voilà. Bon, c'est un peu ce qui s'est passé. L'autre chose dont on aimerait parler, c'est la possibilité d'un retour à une monnaie nationale et essayer de vous expliquer en quoi ça ne serait pas une horreur et qu'il faut en finir peut-être aussi avec cette conception ancestrale de la nécessité d'une monnaie forte. Parce qu'une monnaie n'a pas à être forte ou pas forte en réalité. Elle est à être à son niveau naturel, les taux d'intérêt aussi, c'est-à-dire au niveau de votre productivité intérieure. C'est un prix comme un autre, quoi. Il n'y a pas de raison de le modifier. Chaque fois qu'on essaye de modifier un prix, on arrive à des désastres. Et en s'arrimant quelque part en amont de la création de l'euro au Deutschmark, ce qu'ils ont voulu faire, on s'est artificiellement aussi collé des dettes, on s'est artificiellement... Surtout, ça a permis d'emprunter à des taux d'intérêt très bas qui n'étaient pas justifiés par les situations de la France. C'est-à-dire que dans le bon vieux temps, quand les socialistes faisaient une imbécilité, ils se heurtaient à ce que Léon Blum appelait le mur de l'argent. C'est-à-dire que le franc se pétait la gueule, les taux d'intérêt montaient, tout le monde se barrait, et à ce moment-là, il fallait que quelqu'un revienne mettre de l'ordre dans la maison. Mais là, on a fait n'importe quoi, comme par exemple la fermeture des centrales nucléaires, la fermeture de tout ça. Et il s'est jamais rien passé dans la monnaie, puisqu'on était arrimé au Deutschmark. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'existence de l'euro a permis à notre classe politique d'accumuler les imbécilités, d'accumuler les désavantages pour notre pays, ce qui fait qu'en fin de parcours, on se retrouve avec une économie où il n'y a plus que 9% de la production industrielle, et puis eux, ils n'ont jamais payé le prix. C'est-à-dire qu'on a vraiment, c'est quand même comme si on avait toujours donné une bonne note à la France, alors qu'elle rendait des copies nulles, quoi. Alors, on ne va pas revenir sur la notion de monnaie que tu as expliquée maintes et maintes fois, qui est d'être un intermédiaire d'échange, de constituer une réserve de valeur et de servir d'unité de stock. Mais j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur, dans la perception d'une monnaie, à quoi servent véritablement les taux de change et les taux d'intérêt. Ces choses qui ont été bloquées par la création de l'euro. C'est-à-dire, réexplique aux gens pourquoi ce blocage des taux d'intérêt et des taux de change est en soi criminel. C'est une question importante, ça. Alors, je vais essayer de réexpliquer ça une fois de plus, parce que, encore une fois, la monnaie, c'est un prix. Bon. Et donc, votre prix, il faut qu'il s'exerce dans la géographie. C'est-à-dire, la monnaie, mais ça doit être l'État français
qui devrait correspondre aux atouts de la France, et tels que perçus par les étrangers, tels que perçus par les Français, donc les flux de capitaux, etc. Donc ça, c'est le taux de change. Bon. Et puis, le deuxième, c'est le temps. Et j'ai beaucoup insisté ici sur le fait que le temps était très important dans l'analyse économique, et le taux d'intérêt était très important parce que ça permet de mesurer le risque du temps. C'est-à-dire, encore une fois, si tu dois toucher 1 euro dans 10 ans, ça ne vaut pas la même chose qu'1 euro aujourd'hui. Donc si les taux d'intérêt sont à 7, allez, dans 10 ans, si tu mets 0,50 aujourd'hui dans ta tirelire, ta banque, et que les taux d'intérêt sont à 7, dans 10 ans, tu auras 1 euro. C'est-à-dire qu'1 euro à recevoir dans 10 ans, ça vaut 0,50 aujourd'hui. Oui. D'accord. Donc c'est ça ce qu'on appelle mesurer le risque du temps. Et pour le capitaliste, c'est une notion très importante parce que, comme lui, il emprunte aussi, il peut faire ses calculs pour savoir quand les recettes qu'il escompte à recevoir dans 10 ans vont être supérieures au taux d'intérêt qu'il va devoir payer. Donc c'est une façon de mesurer tu escomptes en quelque sorte le cash flow que tu vas recevoir et le cash flow que tu vas devoir payer pour les intérêts. Bon. Mais avant la crise, pour maintenir l'euro, cet animal de M. Draghi, là, le patron de la BCE à l'époque, a mis les taux d'intérêt littéralement négatifs. Alors, donc, je viens de te dire que les taux d'intérêt, c'est pour compenser l'incertitude du futur. Mais si tu mets des taux d'intérêt négatifs, ça veut dire que, philosophiquement, que le futur est plus certain que le présent. Ce qui est une imbécilité. Le futur ne peut pas être plus certain que le présent, puisque le futur est par définition incertain que le présent. Bon, on sait, il est là. Et donc, pendant 10 ans, on a vécu avec des taux d'intérêt négatifs, de 2012 à 2020 à peu près, allez. Et ça a foutu en l'air toute l'économie, parce que les compagnies d'assurance ne peuvent plus travailler, les banques ne peuvent plus travailler. Donc, on me dit, rien n'a changé en Europe. Je leur dis, mais regardez le cours des banques. Le cours des banques était à 700 en 2007-2008, et maintenant, il est à 100. C'est-à-dire le cours de l'ensemble des banques en Europe. C'est-à-dire que M. Draghi, pour maintenir l'ensemble de l'euro, a fait s'écrouler le cours des banques de 700 à 100. C'est-à-dire que les actionnaires des banques ont payé un maximum. Donc, vraiment, on voit que ces gens pensent qu'ils sont plus malins que le marché, donc ils pensent qu'en contrôlant les taux d'intérêt et le taux de change, ils vont améliorer le système économique. Mais ils ne l'améliorent jamais. Alors ils aussi, le déforment. L'autre chose qu'il faut dire avec le taux de change, c'est que on va partir du principe que l'économie de l'Espagne et l'économie de l'Allemagne n'ont pas la même force. Donc, il est assez logique qu'elles aient des monnaies différentes à un instant T qui montre quelque part la différence d'économie. Or, les maintenir dans 1 euro, ça veut dire que soit l'une sera la traîne, soit ça sera l'autre. Mais il y a des gens qui paieront. Prenons un exemple. On a fait présenter un dossier sur la désindustrialisation de la France. On sait qu'aujourd'hui, on était à 23-24% de production industrielle en France, on est à 9%. Donc, la production industrielle s'est effondrée en France. C'est un fait. On l'a montré dans le dossier, on a expliqué pourquoi, très bien. Maintenant, si tu réfléchis une seconde, tu vas à la Bourse de Paris, il y a un certain nombre de valeurs de la Bourse de Paris qui sont des valeurs industrielles qui sont cotées. Saint-Gobain, Air Liquide qui a fait un plus haut hier d'ailleurs. Schneider. Il y en a... de l'industrie. Plein de valeurs industrielles. Thales, enfin il y en a plein. Et il y en a moins une dizaine. Et ces valeurs ont connu des performances boursières superbes. Et elles ont une capitalisation boursière énorme. C'est-à-dire que les entreprises françaises, les entrepreneurs français qui sont dans l'industrie, représentent une capacité industrielle au niveau mondial extrêmement importante. Donc la France s'est désindustrialisée, mais les sociétés françaises industrielles ne se sont pas elles n'ont pas disparu. Simplement, quand tu regardes, il n'y en a plus une qui investit en France. Donc, c'est quand même un truc étonnant, c'est-à-dire tu vas voir Air Liquide, ils ont des usines partout. Sauf en France. Sauf en France, parce qu'ils ne réussissent pas à gagner d'argent en France. Parce qu'à cause de ces faux prix sur les taux d'intérêt, sur les taux de change, si la rentabilité de ton usine que tu mets en France, ou d'une raffinerie de Total par exemple, est la moitié de ce qu'elle est de l'autre côté de la frontière en Allemagne,
tu peux pas ne pas mettre ton usine en Allemagne. Et c'est la même chose pour la Suisse. Donc, ce que j'essaye de dire aux gens, c'est que les faux prix qu'on a imposés partout sont la cause principale de la désindustrialisation de la France. Et heureusement qu'on a des gens intelligents dans ces grandes entreprises qui ont réussi à maintenir notre capacité industrielle, intellectuelle au moins, et que nous avons beaucoup d'affaires industrielles en France. Mais la France est désindustrialisée. Et le seul responsable, c'est l'euro et le système politique français. C'est pas possible autrement. Je vais rebondir sur le système politique français parce que c'est effectivement ce qui ressort de toute étude de l'euro qu'on a là, c'est que en réalité tout ça est né d'une volonté politique. Ça n'est absolument pas né d'une réalité de marché qui se serait imposée. Alors on peut nous reprocher à nous autres libéraux de penser que le marché serait. C'est une idéologie. Voilà. Alors ça avait commencé apparemment sous Napoléon III qui voulait l'Union latine. Et puis après, au travers du temps... L'Union latine, c'était Napoléon III qui, avec l'Italie et la Suisse, avait essayé de créer une espèce d'étalon hors commun entre les trois monnaies. Oui, ce qui n'aurait pas forcément été idiot entre nos économies, mais voilà, toujours est-il. Après, on a eu le Conseil de l'Europe qui a développé la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA en 52, le traité de Rome en 57... Et puis, en vérité, la première monnaie européenne, ça a été l'unité de compte agricole. Oui. Qui a foutu en l'air, qui a très bien foutu en l'air l'agriculture. Et depuis, je dois dire, ils n'ont eu de cesse que de couler nos pauvres agriculteurs français. Il n'y en a plus que 3% de la population. Voilà, évidemment, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est quel métier de chien ? Métier de chien. C'est le plus beau métier du monde, mais à condition qu'on te foute la paix. Après, on a eu le serpent monétaire. Et puis, au final, qui a sauté dans les années 92. Et ce qui est amusant, c'est quand le serpent monétaire a sauté, à l'intérieur, il y avait l'Angleterre, la Suède et l'Italie. L'Angleterre et la Suède, une fois qu'il avait sauté, on leur a dit, vous voulez rentrer dans l'euro? Ils ont dit non, merci. Non, ça va aller. On fera vous nous avez assez aidé. Vous nous avez assez aidé. Et l'Italie, elle s'est précipitée pour y rentrer. Et quelle a été la première victime de l'euro? Ça a été l'Italie, dont la production industrielle, il y a des graphiques là-dedans, s'est écroulée de 30-40% après l'euro. Donc, vous vous dites, mais il y a des gens qui sont enragés quand même. Ils ont toutes les preuves que ça ne peut pas marcher. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'un type comme Delors, qui a été un grand malfaisant, quand on lui disait ça peut pas marcher, il va y avoir des crises, il disait oui, mais ces crises nous permettront de créer l'Europe politique. C'est-à-dire qu'il savait très bien que ça allait pas marcher, il savait très bien que ça allait créer des crises économiques. Il savait très bien qu'ils étaient en train de faire des chaussures avec les talons devant. Voilà. Mais ça permettrait de changer la mode, quoi, d'arriver à une alliance, à créer un État européen. Le but de ces gars-là, ils sont enragés à haïr les États locaux, les nations, et ils veulent créer une nation européenne, à partir sur les débris des autres nations. Mais moi, je suis français, je suis ni italien, ni rien du tout, je suis européen. Alors attends, c'est très important de le dire. Évidemment que structurellement, on est pour l'Europe, mais on n'est pas pour cette Europe-là. Non, exactement. C'est-à-dire, on est pour une Europe de la subsidiarité, l'Europe qui avait été pensée par Gasperi. Ou par Pinouz. Mais c'est-à-dire une Europe qui aurait été une Europe de convergence de nos différences quelque part. Par exemple, le projet européen qu'ils ont eu pendant un moment d'envoyer les enfants faire des études chez les uns, chez les autres, je ne sais plus comment ça s'appelait. Erasmus. Ça, c'était une bonne idée. On aurait pu faire un projet européen à géométrie variable pour faire des fusées. Ça, c'était surtout un projet européen pour être sûr de ramener des maladies vénériennes de pays différents. C'était pour envoyer les enfants à 20 ans en Espagne. Les enfants en Espagne, mais au moins, ils sont soumis à des virus qu'ils n'ont pas à la maison. Tu vois, ça rend la race plus solide. Bref, ça, c'est un... Non, mais il y avait toute une possibilité d'imaginer, tandis que là, c'est ce que je dis toujours, à la place de créer l'Europe du Moyen-Âge, qui était une Europe de la diversité où tout le monde faisait n'importe quoi, mais ça marchait très bien. Et vous avez, comme je le dis toujours, vous aviez le Saint-Empire romain germanique, vous aviez, qui était en Sicile, d'ailleurs, il n'y avait rien de germanique, vous aviez les villes-États, vous aviez le début des États-nations avec la France et la Grande-Bretagne, bref, vous aviez, tout le monde faisait n'importe quoi, et puis finalement, c'est nous qui avons dominé le monde, parce que on avait fait des tas d'expériences avant et que c'était les plus forts qui ont gagné, quoi. Donc c'était une espèce de darwinisme bouillonnant qui était incroyable en Europe. Eh ben, tous ces crétins, à la Delors ou à la Attali, ils n'ont qu'une idée, c'est de recréer l'Empire romain. Oui, bien sûr. De recréer un empire dont ils seront les chefs et dont ils tireront les ficelles. Ils ne comprennent pas que plus un système se hiérarchise, plus il devient fragile et plus l'effondrement est inévitable. Donc, un système qui est complètement
anarchique comme il était en Europe, encore une fois, au XIIe, XIIIe, XIVe, XVe et jusqu'au XXe, ça tient parce que c'est rigolo, et puis il n'y a personne qui peut faire sauter l'ensemble du système. Prenons un exemple, si vous avez 500 banques et qu'il y en a 30 qui sautent, ça ne met pas en danger le système bancaire. Mais si vous avez 5 banques et qu'il y en a 3 des 5 qui sautent, l'économie s'écroule. Donc, plus vous prenez de la taille, plus vous augmentez la fragilité du système. Mais c'est logique, quand tu crées un portefeuille, c'est le principe de diversifier. Voilà. C'est le principe de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Plus tu as une base large, plus chaque incidence sera faible. Et surtout, moins les parties de ton portefeuille ont de relations les unes avec les autres. Tandis que là, si tu n'as que 5 banques, les 5 banques, elles vont toutes suivre des politiques à peu près similaires. Et c'est-à-dire que s'il y a un choc extérieur, comme une hausse des prix du pétrole ou un tremblement de terre ou j'en sais rien, tous ratatinent, parce qu'ils ont tous suivi les mêmes procédures. Et donc j'essaye de dire aux gens, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point cette Europe qu'ils nous ont fait tue la créativité qui était l'extraordinaire caractéristique de l'Europe, parce qu'un Anglais, ça ne pense pas comme un Français, ça ne pense pas comme un Italien, ça ne pense pas comme un Allemand, si tant est que les Allemands pensent, mais enfin ça c'est une autre question. On laissera ça à Dieu. J'ai une petite dent, parce que... Enfin bref. Et tandis que si vous mettez tout le monde à Bruxelles et que vous les forcez à penser sous de la même chose, vous aurez une espèce de liquide incolore, inodore et sans saveur, et puis voilà, c'est tout. Donc, l'amour de la liberté, qui est le nôtre, c'est l'amour de la diversité, c'est-à-dire de laisser les gens être complètement différents, et quelque part, ça vous amuse. Vous dites, celui-là, vraiment, il n'est pas comme tout le monde, il ne pense pas comme moi. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a quelque chose qui me sidère dans le monde, c'est que la gauche, qui était dans le temps le parti qui demandait le plus férocement la liberté d'expression, mais maintenant elle est pour la censure. La quasi-totalité des gens de gauche sont pour la censure. J'ai pas le droit de parler. Non, parce et que elle j'ai est pour ne pas donner la parole à autrui. C'est-à-dire que... Oui, elle a le droit de parler, mais voilà, pas les autres. Et donc, eux, ils invitent qui ils veulent sur leur chaîne, et après, ils vont dire, nous n'irons pas sur CNews, sur nanana, parce que... Je refuse de parler à Marine Le Pen. Ou Charles Gave, voilà, parce que je décide de dire que... De toute façon, désormais... 40%, 50% de l'opposition est libellisée extrême droite. En gros, qu'est-ce qui n'est pas libellisé extrême droite à droite aujourd'hui ? Tout est extrême droite. À part Mélenchon, mais lui, je ne sais pas ce qu'il est, mais... Non, mais en gros, tout ce qui est de l'autre côté de Mélenchon est d'extrême droite. C'est-à-dire que tu te dis, mais et vous avez pas la conscience qu'il y a peut-être juste des gens de droite. Non, mais de droite, et puis en plus de droite, ça veut dire quoi ? Moi, par exemple, je me dis... Est-ce que vous êtes de droite ? Je leur dis, j'en sais foutre rien. Tout ce que je veux, c'est je veux la liberté d'expression. Je veux que le gouvernement me foute de la paix quand j'ai des affaires. Je veux pouvoir penser, écrire et dire ce que je veux. Est-ce que c'est ça, si ça, c'est de droite ? Oui, je suis de droite, mais dans le temps, c'était plutôt être de gauche, quoi. Le truc de dire au gouvernement, laissez-moi bien tranquille, c'était plutôt des trucs de gauche, quoi. Ça peut être une forme d'anarchisme aussi. Oui, l'anarchie, enfin, dans le temps, ils étaient plutôt placés à gauche, quoi. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que de vouloir être libre et de parler librement et de laisser les autres parler librement, c'est devenu être de droite. Non, mais j'en reviens pas, quoi, c'est cette histoire. Alors, tu parlais tout à l'heure d'Attali, c'est assez intéressant parce que M. Attali nous avait dit à l'époque du début de l'euro, vous verrez, l'euro va nous amener une convergence de nos économies et ça va nous permettre d'avoir une croissance décuplée grâce à cette convergence. Or, qu'est-ce qu'on observe depuis la mise en place de l'euro ? Que la croissance européenne, globalement, même quand on la scinde pays par pays, n'a jamais été aussi faible. Oui. Il n'y a absolument eu aucune convergence. Et au contraire, les transferts massifs de pays ont été faits à crédit. C'est-à-dire pour maintenir l'euro, pour maintenir l'Italie, pour maintenir la Grèce, pour maintenir tous ces pays-là, l'Espagne, il y a eu des transferts de liquidités absolument énormes. Oui, pour une raison très simple, c'est que tu prends dans le temps, quand il y avait, comme l'Allemagne était, mettons, est efficace, l'Allemagne était plus efficace que les autres. Donc, ils avaient tendance à avoir des excédents extérieurs. Donc, les Allemands vendaient plus à l'étranger. Donc, ils recevaient des obligations espagnoles en paiement. Et puis, une fois tous les 3 ou 4 ans, la peseta se pétait la gueule et ça remettait les comptes à l'équilibre.
Mais aujourd'hui, c'est plus ce qui se passe. Ils reçoivent plus en paiement. C'est-à-dire qu'on a écrit dans les livres une espèce de truc complètement farfelu qui s'appelle les... Comment ça s'appelle ces trucs-là? Tu sais... Le PIB? Non, pas le PIB, le machin que les espèces de crédits qui se font entre crédits comme ça en Europe pourraient... Target? Les targets, voilà. Target 2? Target 2. C'est-à-dire que on dit, bon, ben alors l'Espagne, elle a eu un déficit avec l'Allemagne, allez, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une écriture dans les comptes de l'Espagne pour dire qu'elle a un déficit vis-à-vis de l'Allemagne. Et c'est la banque centrale espagnole ou allemande qui portera ce déficit, donc il créera de l'argent que d'être rare, j'en sais rien. Et on va voir ces trucs-là. Et donc il n'y a plus d'ajustement de marché qui se fait, on fait des ajustements sur des écritures comptables. Mais dans le temps, quand le taux de change variait, ça voulait dire que l'Espagne devenait plus compétitive vis-à-vis de l'Allemagne. Mais là, ça ne veut pas dire du tout, ça veut juste dire que la dette, elle est là, on ne l'a pas épurée, elle est toujours là, et donc on a bâti un système où la dette monte à l'infini, mais où l'ajustement ne se produit jamais. Et on appelle ça les targets. Un target, ça veut dire un objectif. Donc c'est un objectif faire la connerie, quoi. Donc on a bâti une usine à gaz où rien ne marche, et chaque fois que vous ouvrez un tiroir, vous trouvez une autre imbécilité, et vous vous dites, mais pourquoi ils ont fait ça? Ça peut pas marcher. Et alors, quelque chose d'autre qui est assez significatif quand on regarde, c'est les productions industrielles en bassant. Ça, c'est effrayant, ça. Depuis le passage à l'euro. C'est-à-dire qu'on avait des productions industrielles qui étaient relativement... À cause des dévaluations constantes. Voilà, qui étaient relativement convergentes. Enfin, elles montaient tout ensemble. De 1950 à 2000, la production industrielle espagnole, française, italienne, etc. Voilà, était parallèle. Elles étaient comme un petit serpent. C'est un petit serpent, ça montait de 3,5-4% par an partout. Et puis on met arrive l'euro. Et pam. Et là, on voit l'Allemagne qui fait comme ça et l'Espagne qui fait comme ça. Et là, l'Espagne, l'Italie, ce qui fait que l'Italie s'est retrouvée aujourd'hui à 70% de sa production industrielle il y a 20 ans. Parce que l'euro a commencé il y a 20 ans. La France, pareil. Donc vous vous dites, mais ils ont fait d'un système qui s'ajustait naturellement à travers des taux d'intérêt et des taux de change. Tu sais, c'était le rôle des marchés de trouver le niveau d'équilibre. Ils ont bloqué tout ça et ils ont fait un système où les variables d'ajustement, c'est devenu les profits des sociétés d'un côté, l'emploi de l'autre et les déficits budgétaires. Donc les pays déficitaires, comme la France, et qui ne font pas l'effort pour redevenir compétitifs, se retrouvent avec des déficits budgétaires qui explosent, et un de ces quatre, on va sauter. Ils se retrouvent dans des déficits budgétaires et ils se retrouvent dans ce dont tu parles souvent, c'est-à-dire une trappe à dette. Une trappe à dette. L'Italie, aujourd'hui, c'est-à-dire se retrouve avec la montée des taux, avec une dette à financer qui devient... beaucoup plus, dont le taux est très supérieur à son taux de croissance. Donc vous imaginez, vous avez souscrit une dette qui vous fait payer 10% par an et votre salaire augmente de 3% par an. Au bout d'un certain temps, vous allez avoir du mal à payer, vous allez sauter, c'est pas possible autrement. C'est ce qu'on appelle une trappe à dette, c'est quand le taux d'intérêt est au-dessus du taux de croissance. Et là, je voudrais faire un développement qui va être un petit peu long pour expliquer ce qui risque d'arriver et pourquoi on vous reparle de l'euro et des monnaies aujourd'hui. Parce que il se passe des phénomènes dans le monde qui vont amener à une hausse des taux d'intérêt réels, c'est-à-dire déduction de l'inflation, très forte. Et ça, c'est un truc que l'Europe ne peut pas supporter. Bon, alors, je vais vous expliquer rapidement. Je vous ai parlé de l'Union soviétique, de la Russie, qui envoie maintenant ses matières premières vers l'Inde. Vous savez, de cette espèce d'immense arc qui va partir de la Russie, qui va passer par la Turquie, puis par le Liban, puis la Syrie, l'Irak, le Pakistan, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Tout ça, ça va connaître un développement absolument inimaginable. Bien. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans? Il y a 20 ans, les pays asiatiques ont fait faillite. Vous savez, c'était la crise asiatique. Tu avais écrit un livre, c'était ton second, sur justement cette crise asiatique. Cette crise asiatique en expliquant ce qui s'était passé. Bon, vous pouvez le retrouver à l'Institut des libertés. Et à ce moment-là, ce qui s'était passé, c'est que le Fonds monétaire international était allé en Asie, en Indonésie, en Corée, et ça avait été une perte de face pour les Asiatiques, dont les gouvernements qui avaient fait ça ne se sont jamais remis. Ils ont tous été virés parce que c'était une perte de face gigantesque. Et alors les pays asiatiques se sont dit, plus jamais, je n'aurai des déficits extérieurs, je ne veux plus jamais avoir affaire aux FMI. Pour ne jamais avoir des déficits extérieurs, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ta monnaie très sous-évaluée, comme ça tu vends comme des fous, tu te fais des réserves de change,
Et tu achètes des obligations. Et un petit peu d'or. Et un petit peu d'or, mais tu achètes des obligations aux États-Unis ou en Europe en te disant comme ça, j'ai pas besoin de l'UFMI, jamais. Donc, c'est ce qu'ils ont fait ça pendant 20 ans. Donc, ils ont des réserves de change absolument incroyables. Mais surtout, ils ont investi quelque chose comme 5 000 milliards de dollars dans nos marchés obligataires. C'est bien aimable de leur part. C'est bien aimable de leur part. Mais ça veut dire que nos taux d'intérêt ont été beaucoup plus bas que ce qui serait s'ils n'avaient pas mis ces 5 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, ils disent, bon, ben ça va bien les gars, d'abord on a des réserves. Autrefois, on ne savait pas quoi faire du pognon, mais maintenant, il y a toute cette zone où il va y avoir plein de pognon à gagner, donc on va aller l'investir là-bas. Et donc, ils liquident nos obligations. Et quand l'Allemagne s'est réunifiée, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, les marchés des actions étaient fous de bonheur. Ils se sont dit, 20 Dieu, qu'est-ce que c'est bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'Allemagne de l'Ouest avait des excédents d'épargne qu'elle plaçait à l'étranger. Donc, ça faisait baisser les taux partout dans le monde. À partir du moment où il a fallu redévelopper l'Allemagne de l'Est, Zoom, tous les excédents d'épargne ont été rappelés. Et remontée des taux. Et les taux d'intérêt sont montés de 400 points. Alors que c'était pas énorme, l'Allemagne de l'Est. C'est-à-dire de 4 points. On est passé de 4 à 8 sur les taux d'intérêt. C'était quand ça? C'était en 92, 93, 91 à 93. Du coup, tous les marchés des actions se sont pétés à la gueule dans le monde entier. Mais c'était, entre guillemets, de la faute de personne. Et c'était de la faute de personne, simplement que les Allemands ils avaient quelque chose à développer chez eux. Et donc là, tu penses que chez les Asiatiques, ça va faire le même coup que l'Allemagne? C'est-à-dire que les Asiatiques vont liquider les obligations et faire monter les taux. D'abord, ils vont dire, j'investis plus en Europe parce que je préfère investir en Turquie parce que là, je vais gagner plein d'argent. Et puis en plus, s'ils ont beaucoup besoin de... S'ils ont besoin de beaucoup de liquidité, ils vendront nos obligations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos taux d'intérêt réels sont à 0. Déduction faite de l'inflation, elle est à peu de choses près. Mais demain, ils vont être à 6 ou à 4. Et la BCE ne pourra rien faire. La BCE ne peut rien faire, la Fed ne peut rien faire. C'est simplement un rapport entre l'offre d'épargne dans le monde et la demande d'épargne. Et la différence, c'est les taux d'intérêt. Et là, comme la rentabilité est très forte, sur tous ces investissements qui vont avoir lieu, les taux d'intérêt ne peuvent pas ne pas monter. Donc on va avoir une hausse gigantesque. Mais ça va faire complètement exploser notre économie si ça arrive. Enfin, j'espère qu'ils ne vont pas le faire de façon aussi violente que cela avait été fait pour l'Allemagne, et que peut-être ils pourraient investir en France ou pas liquider nos obligations, liquider de l'or. Ils vont essayer de le faire, mais ce que je veux dire par là, c'est que la hausse des taux d'intérêt réels qui s'annonce, elle est inéluctable et personne n'y peut rien. C'est simplement que la rentabilité du capital investi vient d'augmenter brutalement dans le monde parce qu'il y a ce lien entre la Russie et l'Asie et l'océan Indien qui se fait. Avant, ils ne pouvaient pas, puisqu'ils ne se parlaient pas. Enfin, il veut dire que c'était... Maintenant, donc, c'est fait. Ce lien existe. C'est une conséquence de la guerre ukrainienne à laquelle ils n'avaient pas pensé. Oui. De toute façon, attends, tu me fais rire. Auxquels ils n'avaient pas pensé, ont-ils même pensé aux conséquences que ça aurait sur l'énergie et donc sur l'inflation et donc sur les gens non, ils n'ont pensé à rien, donc ils ont fait ça et maintenant ils se retrouvent avec des perspectives d'investissement gigantesques. Par exemple, les gens me disent oui, il faut acheter de l'immobilier. Je leur dis aujourd'hui à Beyrouth, quoi. C'est pas cher. Oui. Et parce que le Beyrouth, ça va redevenir ce que ça a toujours été. Le lien entre le sud et le nord du monde arabe. Donc, je me dis, ça va être tout à fait extraordinaire, mais la hausse des taux d'intérêt réels qui se profile est telle qu'elle va être, en tout cas, ils vont être supérieurs à 4% réels. Et la France, les États-Unis, l'Italie, la Grande-Bretagne, etc., ne peuvent pas supporter des taux d'intérêt au-dessus de 2 réels. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, je sais pas ce qui va se passer, mais nos monnaies vont absolument s'écrouler. Les rentiers européens vont se ramasser une gamelle extraordinaire, mais par contre, les monnaies vont tellement baisser que les airs liquides vont gagner de l'argent gros comme elles en allant vendre à ce truc-là. Donc, il va y avoir un transfert de richesse gigantesque qui s'annonce des rentiers européens vers les producteurs européens, qui est exactement l'inverse de ce qui s'était passé en Asie, ou en Asie en 2000, là, quand ils ont sauté, il y a eu un transfert de richesse gigantesque des rentiers asiatiques vers les producteurs asiatiques. Donc on a la même chose, mais 25 ans après qui arrive. Et comment est-ce que la veuve de Carpentras, entre guillemets, la bien nommée, peut se prémunir contre cette hausse? Elle achète des airs liquides, elle achète des Schneider, elle achète des... Parce que tous ces gars-là et elle vend ses obligations françaises aussi vite qu'elle peut. Si toutefois il vous reste des obligations, s'il vous plaît, parce que vous venez d'arriver en cours de route. Non, mais ça peut arriver. Vous venez d'arriver.
Achetez des actions Air Liquide. Voilà. Vendez tout et achetez non, mais des achetez actions des actions, si vous voulez. Encore une fois, vous avez des valeurs industrielles françaises qui sont d'extraordinaire qualité. Elles n'ont pas d'usine en France, mais vous en avez plein. Donc, si vous achetez la liste qu'on a mise dans le portefeuille, c'est un peu ça, quoi. Vous pouvez acheter aussi des Pernod Ricard, parce que les gens qui travaillent au soleil, ils ont besoin de boire. Vous pouvez acheter des Novotel, parce qu'il va y avoir des Novotel qui vont être achetés partout. Du L'Oréal. L'Oréal, parce qu'ils ont des usines partout. Le cheveu, et puis on va mettre du continuer à rouge à se teindre les lèvres. cheveux. Et surtout, ne croyez pas une seconde que la croissance va baisser, etc. On est à la veille d'une réaccélération de la croissance dans le monde qui va toucher plus de 3 milliards de personnes. Oui, c'est pas parce que ça baisse chez nous que tout le monde... C'est pas parce que nous, on a été gérés comme des cochons que les autres vont crever la bouche ouverte. C'est nous qui allons avoir un problème. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a tout fait pour avoir un problème. On l'a, mais en plus, il y a quelque chose que les gens n'ont pas encore vu, c'est cet immense taux d'intérêt réel qui va arriver. Et c'est-à-dire que les revenus fixes en France, aux États-Unis, en Europe, etc., faut être vraiment couillon pour en avoir. Hein. Et si les taux d'intérêt réels montent, les obligations indexées ne monteront pas. Hein. Non. Parce que elles montent si l'inflation monte. Mais si c'est juste les taux d'intérêt réels qui montent, tes obligations indexées, elles vont nulle part. Hein. Ouais, elles restent là où elles sont. Ou elles baissent. Oui, bon, elles baissent. Donc, c'est un des points importants que je veux dire, c'est que ces espèces de monstres qui nous ont empêchés de croître, comme l'euro, là, c'est un dossier qui date d'il y a une dizaine d'années au moins, hein, qui avait été très bien fait d'ailleurs. C'était Romain qui l'avait fait. Mais maintenant, on a ces espèces de contraintes qu'on a mises sur les économies partout, et on rentre dans un monde de forte croissance. Mais nos systèmes ne peuvent plus prendre la forte croissance. Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont plus suffisamment flexibles. On les a tellement coincés que on va se trouver dans la situation d'un type qui en demande de courir et qui pèse 180 kilos, quoi. On lui dit, allez, on va faire un petit 100 mètres. Il peut pas bouger, il est mort. Il est mort. C'est un peu... C'est-à-dire que, voilà, dans le fond, c'est la chute de l'Union soviétique. Oui. Alors, revenons à l'euro proprement parlé. Oui. Si on devait sortir demain... S'il disparaissait. S'il disparaissait, ou c'est voilà, le truc le plus probable. Hein. On se retrouverait à avoir... dans les conséquences d'une sortie, ça serait la réévaluation d'un taux de change. Donc, on aurait une dépréciation, une appréciation des monnaies nationales. C'est même pas sûr. Alors là, c'est ce que j'en dis beaucoup aux gens. Bon, il y a 10 ou 15 ans, on aurait dévalué contre l'Allemagne. Oui, on serait descendu à moins 15, moins 20, et l'Allemagne aurait fait plus 15, plus 20. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, c'est même pas sûr, parce que d'abord, ils ont une démographie abominable, ils ont plein de retraités. Aujourd'hui, ils sont dans une crise très grave parce que ils se sont tirés une balle dans la tête en acceptant de taxer les voitures électriques. Ils dominaient le monde de la voiture mondiale, mais maintenant tout le monde s'en fout, plus personne veut des voitures à moteur à essence. Ils ont fermé leurs centrales nucléaires, ils ont tué leur filière nucléaire qui était menée par Siemens avec Madame Merkel. Ils sont fâchés avec la Russie, donc ils n'ont pas de possibilité d'avoir des matières premières. Oui. Et donc, ce que je veux dire, c'est que si l'euro disparaît et que quelqu'un de raisonnable prend le pouvoir en France et dit voilà ce qu'on va faire, compte tenu des atouts de la France qui sont réels, je suis même pas certain que on baisserait vis-à-vis des autres, tu vois, on monterait probablement vis-à-vis de l'Italie, on monterait vis-à-vis de l'Espagne, voilà. Et peut-être même vis-à-vis de l'Allemagne, parce qu'ils sont dans une telle merde, les Allemands, qu'on monterait peut-être vis-à-vis de l'Allemagne. Voilà, donc ça, pour le taux de change, ça serait... c'est-à-dire que le rentier français, il pourrait aller passer ses vacances en Italie, en Espagne, moins cher. Après, entendons-nous bien, une dépréciation, une dévaluation, quelque part, vis-à-vis d'une autre monnaie, c'est pas forcément le bout du monde. En fait, ce qui est embêtant, c'est pour les produits qu'on importe. Voilà, c'est-à-dire là, ça veut dire que par exemple, tout ce qu'on importe d'Asie, comme il y aurait une réévaluation très forte des monnaies asiatiques, ça va être difficile d'aller passer ses vacances en Thaïlande. Hein. Voilà, et puis on aurait du mal déjà à payer des iPhones qui sont déjà hors de prix. Le prix de l'iPhone, il passera de 1000 à 2000 quand même. Donc, en réel, oui, voilà, facile. Voilà, facile. Et donc, vous aurez toute une série de produits qui arrivent d'Asie, qu'on nous vendait très bas parce que les monnaies étaient très basses, mais eux, vous allez
C'est-à-dire que tout ce qui, pardon, mais c'est le terme, tout ce qui est par exemple fast fashion, des marques comme Zara, H&M et ainsi de suite, qui sont faites sur un business model qui est celui de dire on consomme beaucoup avec un renouvellement constant et très rapide, je pense que ça mettrait un terme aussi à ce mode de consommation. Ça serait plus difficile aussi pour Alibaba. Il y a des tas de gens aujourd'hui qui servent d'Alibaba pour acheter des produits sur le catalogue d'Alibaba là, qui est infini, en Chine, et qui sont pas chers du tout, qu'il faut livrer directement ici. Voilà. Là, ça cesserait d'être pas cher du tout chez Alibaba. Et donc, ça cesserait d'être pas cher aussi chez Decathlon, et ainsi de suite. Bon, maintenant, pour l'alimentaire, pour les produits, par exemple, qui sont les nôtres, ça changerait pas grand-chose. Je pense pas qu'il y aurait vraiment... Surtout si on foutait la paix aux paysans et qu'on abolissait, qu'on fermait les affaires. Je pense pas que ça changera quelque chose aux poireaux, aux pommes et aux lentilles. Mais, et quant aux voitures, de toute façon, on n'a plus le droit d'en acheter. Puis quand on achète, on t'empêche de rouler en mettant des travaux partout. Voilà, donc ça, c'est la beauté de Paris. Mais par contre, il y a toute une série de ce que j'appelle des faux boulots, qui ont été des boulots qui ont eu lieu de représentation, de relations publiques, de parler à la presse, etc. Comme ça sera rude, il y a toute une série de faux boulots dans toute une série d'administrations, les responsables avec les relations avec la presse, etc. Tout ça, si on cesse de subventionner la presse, il y a peut-être toute une série de gens qui vont cesser d'avoir des faux boulots. Hein. Alors, la seule chose qui peut faire un peu peur, c'est qu'on est déjà dans une crise inflationniste. Et il est certain qu'une sortie de l'euro, pendant quelques mois, entraînerait une crise inflationniste aussi, le temps qu'une banque centrale remette un petit peu les pendules à l'heure. Ça prendrait au moins 4, 5, 6 mois suivant... Bon, déjà, il faudrait, à mon avis, puisqu'on a dit qu'on voudrait des gens compétents, ne pas avoir M. Villeroy de Galhau, pardon, mais à chaque fois que j'entends... Il est gentil, lui, c'est un bon garçon. Ça a toujours été le meilleur élève de la classe. Oui, mais là, il nous a expliqué quand même hier qu'il allait mettre l'inflation en dessous de 2 points. Bah oui, mais ça, c'est... Donc, est-ce qu'on pourrait arrêter de se moquer des gens? Il faut savoir que le banquier central, c'est ce que je me suis dit aux gens, il est payé pour mentir. Oui, personne ne s'attend à ce qu'il dise la vérité. Personne ne s'attend. Donc, le diplomate est payé pour ne rien dire. Oui, mais il le fait avec élégance. Il le fait avec élégance. Et puis tu as enfin, dans le temps, en tout cas. Voilà, il le fait avec élégance. Il emploie un joli langage, mais tu n'as rien compris à ce qu'il a dit. Mais enfin, c'était joli, c'était bien. Le banquier central, il t'assure qu'en aucun cas, nous ne dévaluerons le vendredi et la dévaluation a lieu le samedi après-midi. Oui, mais moi, j'ai entendu le banquier central d'Angleterre. Et ben lui, il sait être like it is. Hein. Oui. Et il te dit bien les trucs en disant on va augmenter les taux, vous allez en prendre plein la gueule. Et vous allez voir, ça peut être drôle. Et oui, mais ça, c'est depuis Churchill qui avait dit du sang et des larmes. C'est ça. Non, les Anglais, ils ont dit, si on leur dit du sang et des larmes, ils se mettent tous en ligne en disant on y va, on est très contents. Les Français, c'est pas tout à fait pareil. Du sang et des larmes, ils disent oh. Les Anglais, il n'y a rien qu'ils aiment autant que faire la queue, quoi. Donc, voilà. Ouais. Ah, il y a une queue, je peux y aller. C'est une queue privée ou Absolument. C'est marrant. Donc, vraiment, vous avez ce monde. Donc, on a eu. Allez, c'est un peu le thème du livre que j'ai écrit, mais vous avez une tentative, par cette espèce de classe mondiale, d'une prise de pouvoir au niveau mondial par cette classe. Hein. Ce qu'on est en train de décrire, c'est l'éclatement de cette tentative complètement. Donc, il y a toute une série de machins qui risquent de disparaître. Je sais pas, l'OTAN, voire l'ONU, enfin, tout ça, ça sert à rien, c'est que des machins. Ça a eu été. Ça a eu été utile, mais ça n'est plus. Donc, on va rentrer dans une espèce de vide. Et là, il va y avoir une prime énorme pour ceux qui seront capables de bouger vite. Si on reste en attendant si les gens restent en attendant de faire ce qu'on leur dit de faire, on ne va pas arriver à grand-chose. Donc, il faut rester dans des positions extraordinairement flexibles, c'est-à-dire surtout pas dans des assurances-vie, et surtout pas en obligations d'État, et surtout pas dans des... Donc, c'est vraiment important parce que ça redonne... le monde va redevenir chaotique, ce qui est une très bonne nouvelle. Alors, aussi, quelque chose à mettre en exergue, c'est que une sortie de l'euro ne veut pas dire qu'on ne serait pas forcé de faire des réformes extrêmement importantes dans les dépenses de l'État et dans, quelque part, la gestion de l'État. On sera obligé de les faire. Voilà. Non, mais attends, laisse-moi finir, parce que les partis aujourd'hui qui sont pour une sortie de l'euro, comme le Frexit, d'Asselineau, pour autant ne font pas suivre ça par une réforme structurelle des dépenses de l'État. Or,
Les deux sont absolument nécessaires. Il ne sert à rien de dire sortons de l'euro, nous réglerons tout. Pas du tout. La façon dont ce pays est géré ne va pas du tout non plus. Donc si sortie de l'euro demande aussi des réformes structurelles. C'est-à-dire pour une raison très simple, c'est que dès qu'on sort de l'euro ou que l'euro disparaît, mais il y a quelque chose qui est important, c'est que les gens qui ont créé l'euro, et Attali s'en est vanté à plusieurs reprises dans des discours, ce qui prouve qu'il est vraiment bête. On fait l'euro de telle façon que si l'euro disparaît, s'il saute, l'Europe disparaît. Puisque si vous sortez de l'euro, si vous avez été dans l'euro et que vous en sortez, vous sortez de toutes les institutions européennes ipso facto. Ce qui est tout à fait étonnant. Donc ça veut dire que si pour X, Y, Z, l'euro ne tient plus, et que personne ne sort, mais il disparaît. Plus personne n'en a sur la marche parce que ça devient impossible. Hein. On se rend compte que c'est une impossibilité technique, on n'y arrive pas. Donc les monnaies nationales réapparaissent. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là à la construction européenne ? Puisque si l'euro disparaît, la construction européenne n'existe plus. Le Bruxelles n'existe plus, plus rien n'existe. On se retrouve devant une page blanche. Donc il faudra à ce moment-là qu'on ait des gens de qualité, des diplomates, qui se réunissent entre eux et qui disent « Bon, il y avait un certain nombre de trucs qui ont marché en Europe, il y en a un certain nombre de trucs qui n'ont pas marché, on va essayer de garder ce qui marchait et de virer ce qui ne marchait pas. » Mais ça va être très difficile. J'en veux beaucoup à tous ces gens-là, parce qu'en créant toutes ces institutions européennes pour bloquer avec l'aide de l'euro, etc., les dettes communes qui étaient interdites, eh bien, ils ont mis en danger l'Europe que j'aimais bien d'avant, qui était l'Europe de la subsidiarité. C'est-à-dire qu'on va tuer le mauvais cochon, en quelque sorte. C'est eux qu'il fallait tuer, mais en fait, on va tuer un cochon qui n'était pas si malsain que ça, celui d'avant. Comme la grande question qui va se passer aux politiques dans les années qui viennent, c'est si l'euro disparaît, comment on essaye de maintenir une partie de l'acquis européen qui était pas mal. Alors, la dernière question qui est quand même importante et qui revient, c'est si nous devions revenir à un franc, une monnaie nationale, ça serait la relabellisation de notre dette. Et quelque part, le risque aussi encouru sur une hausse de cette dernière. Nous sommes aujourd'hui effectivement très lourdement endettés sur les marchés et ces dettes ont été émises en euros. Toutefois, il existe une loi qui s'appelle la Lex Monetae, plus vieille des lois, qui dispose que n'importe quel État peut aujourd'hui décider d'émettre sa propre monnaie sans aucun étalon prédéfini. C'est même pas ça, c'est qu'il dit que la dette française est dans la monnaie qui a cours dans l'État souverain français. C'est-à-dire que si demain l'État français décide que la monnaie c'est le franc français, la dette française est ipso facto immédiatement transférée en franc français et on n'en a rien à foutre du fait qu'elle était en euros. À ce moment-là, ça veut rien dire. C'est-à-dire que, encore une fois, la dette française est dans la monnaie de l'État souverain français. Et si l'État souverain français décide que c'est plus l'euro, c'est le franc, personne n'a rien à dire. Et très important, cela ne peut pas être considéré légalement comme un défaut. Non. C'est une relabellisation de cette dette dans la monnaie qui a cours à l'instant T. Et pour les contrats qui auraient été émis... Ils sont transférés instantanément. Alors, dans ces cas-là, tu peux avoir recours, si ça a été émis dans un autre... Si ça a été émis, par exemple, à Londres, une dette en euros d'une société française... À ce moment-là, c'est le droit anglais qui s'applique. Et dans ces cas-là, tu dois effectivement mais je crois que c'est un petit delta, on est sur 4%. 4 ou 5% des dettes émises. Et c'est surtout des dettes du secteur privé, c'est pas des secteurs... Et dans ces cas-là, effectivement, il faudrait demander un arbitrage ou une cour de justice. Mais il n'est pas certain, encore une fois, que l'euro qui existerait, d'abord il faudra encore qu'il y en ait un. Alors on serait obligé à ce moment-là de recalculer la valeur de cet euro compte tenu des composantes. C'est pas possible. T'as des gens qui font ça très bien. Une machine à calculer, ça le fait très bien. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est que, eh bien, si on a raison et si pour une fois on n'a pas d'étanches qui continuent à avoir le pouvoir en France, eh bien à ce moment-là, il serait tout à fait possible, ce serait même très probable, que le franc monte par rapport à l'euro. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que les gars qui seraient à Londres, ils seraient pas pénalisés d'avoir payé des euros, ils seraient au contraire gagnants, quoi. C'est très curieux parce que les monnaies, c'est ce que me dit Didier, avec qui, comme vous le savez, je travaille beaucoup, c'est quand même
dans l'analyse économique ce qu'il y a de plus difficile. Parce que ça fait jouer des flux, ça fait jouer des stocks, ça fait dans 2 pays différents qui ont des attitudes différentes, des droits différents. Donc, faire une analyse sur les monnaies, c'est vraiment prendre le risque de se casser la gueule, quoi. C'est vraiment... Mais aujourd'hui, moi je prends ce risque en disant, écoutez, il est en train de se passer quelque chose, c'est que la rentabilité du capital investi va exploser dans une partie importante du monde, qui est à la fois quelque chose de très important, c'est que si tu cherches des jeunes de 20-25 ans qui sont bien formés, qui ont fait de bonnes études, dans les 10 ans qui viennent, 100% de ces gens seront dans l'océan Indien. Il n'y en aura plus nulle part ailleurs. Chez nous, il n'y en aura plus, ils sont vieux. En Chine, il n'y en aura plus. Donc, c'est le seul endroit du monde où tu as une réserve de main-d'œuvre bien formée, etc. Donc, c'est évident que ça va boomer. C'est là où tout va se passer. Et donc, les monnaies qui sont mises dans des espèces de carcans imbéciles ou qui ont accumulé des dettes pendant les périodes où c'était facile, devraient connaître des problèmes. C'est tout ce que j'essaie de dire aux gens. Donc, c'est un peu bête de les avoir, quoi. Alors, l'autre chose aussi, c'est combien ça nous coûterait cette affaire. Je rappelle quand même que la gestion du Covid et ainsi de suite, en tout cas depuis que M. Macron est au pouvoir, nous a coûté, alors attention, 700 milliards d'euros. 700 milliards d'euros. Donc depuis que M. Macron est arrivé aux affaires, la France a augmenté sa dette de 700 milliards. C'est inimaginable. Et on n'a rien de plus, hein. Et non, ça serait. C'est pas comme si les écoles fonctionnaient mieux, les hôpitaux et ainsi de suite. Donc là, le coût d'une sortie de l'euro serait à peu près pour la France de 20 milliards. Donc c'est de l'argent, je ne dis pas, mais je rappelle que 20 milliards par rapport à 700 milliards M. Macron a dépensé là il y a peu, c'est peanuts. Et surtout, ça serait pour récupérer une souveraineté. Et ça se retrouve toute notre souveraineté, et donc les entrepreneurs français peuvent à nouveau bâtir des usines en France. Parce il y aurait toute une série de choses qui se mettraient à jour et à prix. Donc vraiment, moi je regarde ça. Et on aurait le potentiel à nouveau d'avoir le contrôle de notre monnaie, ce qui permet de faire des dévaluations, des injections. On est libre. On est libre et on peut à nouveau un petit peu influer sur nos vies. Et il y a une sanction sur ceux qui gèrent mal. Parce que pour l'instant, M. Macron, il a fait n'importe quoi, mais l'euro, il n'a pas bougé. Enfin, en franc français. Donc, ce système de l'euro a été bâti par une classe administrative pour pouvoir foutre en l'air la monnaie sans en subir la sanction dans les votes. Ben voilà, c'est ce à quoi on assiste. La bonne nouvelle, c'est ça risque d'arriver à sa fin. C'est en train de se terminer. C'est ta fameuse phrase, il vaut mieux la fin dans l'horreur qu'une horreur sans fin. Exactement. Et on l'euro... arrive à la fin. Alors, écoute, moi, je croise les doigts parce que à chaque fois, on se dit, ça va... Qu'est-ce qu'ils vont inventer encore ? Qu'est-ce qu'ils vont inventer encore ? Alors, qu'est-ce qu'ils vont inventer encore et sur lequel vous devez rester extrêmement vif et alerte, c'est la mutualisation des dettes. Si vous voyez arriver... Parce que ça peut paraître une bonne idée. On se dit, bon, voilà, mettons tous nos goûters en commun, comme ça, on aura un gros truc bien dégueulasse pour tout le monde. Et surtout, ce qui se passe, c'est que celui qui a amené un bon goûter pour lui, et il y en a 2 dans la classe là, qui n'ont pas amené de goûter, ben, lui, il se retrouve avec moins de goûter, les autres en ont plus. C'est pour ça que les Allemands ne sont pas du tout d'accord pour la mutualisation de la dette. Hein. Mais encore une fois, vous n'êtes pas d'accord, vous l'aurez quand même. C'est ce qu'ils nous ont fait avec Lisbonne. Hein. Oui. Vous ne vouliez pas de Maastricht, vous l'aurez quand même, bande de ploucs. Et surtout, ça nous permettrait, s'il y avait ça, comme il y aurait toute une classe qui serait complètement dévalorisée, toute cette classe qui nous a amenés dans ce merdier dans lequel on est, on pourrait peut-être voir surgir des nouvelles têtes politiques. Oh là là, mon Dieu. Hein, on pourrait voir, on les renverrait, on dirait allez, vous allez. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais quand je vois des gens parler au nom de Renaissance, des partis de Macron, j'ai toujours l'impression de voir la même personne. C'est-à-dire que je confonds les ministres, quand je vois Olivia Grégoire ou l'autre, je confonds tout, parce qu'ils parlent de la même façon, ils sont interchangeables, ils ont le même goût, ils ont la même tête, ils ont les mêmes costumes. Plus personne n'a de saveur, d'odeur, c'est les mêmes, c'est des clones. Ça permettrait d'amener Jean Lassalle au pouvoir, ce serait... Là, il y aurait des gens qui auraient vraiment... N'empêche qu'on rigole, mais personne ne parle comme notre Jean Lassalle. D'abord, on ne le comprend pas toujours. Oui, qui veut voir le sketch, le fameux, quand il parle de repasser les points de son permis à l'Assemblée nationale. C'est quand même un grand moment. Non, mais donc je veux dire, il y avait autrefois
des gens qui étaient dans la politique française, des gens Lassalle, il y en avait 40, 50, 60 ou 80. Ça faisait partie du folklore politique, ces gars-là. Maintenant, on n'a plus que des espèces de petits zombies. Donc, on verrait peut-être des gars arriver des provinces qui ont des idées, qui ont quelque chose à dire et qui n'ont pas peur de dire des conneries, quoi. Ça me ferait tellement plaisir, moi, de retrouver une Assemblée nationale où il y ait des paysans, des artisans, pas simplement des gars qui ont fait l'ENA, quoi. Ça me fatigue. Non, mais je suis d'accord. Voilà, écoutez, c'était une émission pour vous dire que, quelque part, des solutions, il peut y en avoir. Et que si on ne les trouve pas, elles vont s'imposer à nous. C'est parce que les gens disent « mais je veux pas de ça », mais il y a des moments où on doit accepter des choses qui nous sont... Parce qu'on n'a pas accepté les petits efforts il y a longtemps, on prend une énorme claque aujourd'hui. Je crois je peux me tromper, bien entendu, mais je crois que nous nous rapprochons de plus en plus de l'énorme claque et que ça sera une bonne nouvelle. Oui, oui. Oui, ça sera une bonne nouvelle. C'est comme quand le mur de Berlin est tombé, les gars en Pologne, etc., ils ont eu quelques années difficiles, mais ils sont beaucoup mieux aujourd'hui. Oui, je pense que oui. Et la Hongrie, tout ça, c'est beaucoup mieux. Donc, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir libérateur d'un retour de la liberté, quoi. À quel point on se met à respirer à nouveau, quoi. Regardez, moi je le dis toujours, je vais dans un dîner en ville, de plus en plus rarement parce que plus personne nous invite, mais enfin ça c'est autre chose. Et il y a des gens qui me disent « Charles, tu as beaucoup de courage. J'ai 80 balais, je suis quasiment à la retraite, pas vraiment, mais enfin, je suis indépendant financièrement. » Et là, le gars qui me dit ça, il a pris sa retraite, il est indépendant financièrement, il a fait une brillante carrière. Il me dit « T'as du courage. » Mais je lui dis « Mais du courage parce que je dis ce que je pense. Mais qu'est-ce qui t'empêche à toi de dire ce que tu penses? Qu'est-ce qui va t'arriver si tu parlais ?» Et donc, je suis stupéfait de la crainte qui règne dans la bonne bourgeoisie d'ouvrir sa gueule. Ils ont peur de tout. Mais tu leur dis, mais de quoi t'as peur? Qu'est-ce qui va t'arriver? T'es à la retraite, tes enfants ont un boulot, d'ailleurs ils sont tous à Londres. donc, qu'est-ce qui va t'arriver? Et il y a une espèce de peur qui s'est répandue sur la France. Mais peur de quoi? De quoi ont-ils peur? Je sais pas. Voilà, eh bien, n'ayez pas peur, voilà. Merci énormément de nous avoir suivis. Et puis, encore une fois, j'ai envie de vous dire que c'est au plus profond de la nuit qu'il est bon de croire en l'aurore. Et je vous dis, avec le DAF, qui nous a fait pas trop de ronflements, mais un petit peu, à la semaine prochaine, avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas qu'on est effectivement sur Spotify et Deezer, qui sont gratuits. Et mettez des pouces, parlez-en autour de vous, faites-nous passer la barre des 300 000. Voilà, un petit effort, allez. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Hein. On est à 270 000. Donc oui, mais c'est énervant. Mais on se dit, allez, vous pouvez y arriver. Mais je ne sais pas ce que ça nous rapportera, probablement pas grand-chose. Bon, écoute, c'est pas grave, c'est important d'avoir des goals dans la vie. Voilà, des buts, on veut un but. Voilà, on veut passer 300 000, pourquoi? Parce que. Voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup et on vous dit à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis, au revoir.